Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue en cette séance du Conseil municipal. Je salue le public qui est venu en masse aujourd'hui, en particulier. Nos internautes, s'ils sont en direct, mais je crains que nous devions subir la concurrence du Tour de France pour la dernière ascension du Granon. Donc, nous avons fait exprès de prendre le jour où il y a l'étape de montagne. Et donc, ils pourront revoir quand même sur Internet ensuite le conseil municipal et sa délibération. Donc, comme nous en avons l'habitude, nous allons faire l'appel. C'est Faralina Bouchot-Wabir qui, en tant que secrétaire de séance, se fait un plaisir. Bonsoir à tous. Lionel Lucas. Présent. Marie Benassayag. Albert Calamuso. Thérèse Dartois. Charles Lucas. Pouvoir donner à Nathalie Nizi. Christian Vial. Valérie Prémoli. Jean-Paul Bulgarides. Pouvoir donner à Patrick Fischer. Patricia Lavigne. Marcel Piacentino. Catherine Pieggi. Serge Jauvert. Sylvie Marchand. Philippe Deléon. Ada Etiala. Jean-Michel Granel. Pouvoir donner à Philippe Deléon. Élodie Saya-Gershi. Pouvoir donner à Ada Etiala. Stéphane Fine. Michel Perrin. Pouvoir donner à Thérèse Dartois. Guy Dubrul Pasquier. Maud Ribet. Bruno Finot. Martina Lécrivain. Jean-Jacques Benoît. Farah Bouchot-Wabir. Présente. Romain Roche. Pouvoir donner à Albert Calamuso. Laetitia Valérie Proisy. Pouvoir donner à Valérie Prémoli. Philippe Lacoste. Pouvoir donner à Christian Vial. Crescence Lebrun. Pouvoir donner à Maud Ribet. Patrick Fischer. Présent. Viviane Dodini. Pouvoir donner à Marcel Piacentino. Jean-Pierre Vincendé. Bien, merci pour cet appel qui n'est pas du 18 juin mais du 13 juillet. Alors justement, nous sommes la veille du 14 juillet. C'est l'occasion pour moi d'indiquer que nous aurons demain la célébration de la fête nationale. Et comme nous en avons pris l'habitude, celle-ci se tiendra demain matin à 10h30, place de la République. Et cette année, ça sera parfait puisque c'est le 230e anniversaire de la République. Ce qu'aucun média, membre du gouvernement, apparemment ne sait, puisque on va passer au travers tranquillement, tout en parlant sans arrêt de la République tous les jours, et des valeurs de la République, et qui est républicain, qui ne l'est pas, etc., etc. Donc nous rappellerons quand même que 1792 est une année importante, puisque c'est la proclamation de la Première République, le 20 septembre, et que c'est aussi la date de naissance de l'hymne national, que l'on appelle plus communément la Marseillaise. Et donc, ça sera l'occasion pour nous de rappeler les objectifs de la République. Et dans ces objectifs, distinguer les meilleurs, c'est ce qui nous fait aussi, pour l'occasion, récompenser les plus méritants parmi les jeunes de notre commune. Et nous avons instauré un principe, une habitude, c'est de demander à regarder dans notre commune, parmi les jeunes, qui avaient fait des efforts méritoires, et donc des collégiens qui peuvent avoir 19 de moyenne tout au long de l'année, des sportifs qui ont porté nos couleurs en championnat de France, obtenu des résultats, ou dans le domaine musical, et puis aussi des adultes. Ce sera l'occasion de récompenser des médailles d'or du travail, parce que ça va devenir de plus en plus aléatoire que de faire des 40 ans au travail. Donc même si l'objectif est de prolonger l'âge de durée du travail, mais en tout cas, c'est l'occasion pour nous de rassembler aussi les enseignants qui travaillent bien dans notre commune, qui ont eu des distinctions et qui ont fait œuvre utile. J'en citerai qu'une, c'est l'école Anthony Fabre avec le souvenir français pour ce petit document pertinent qu'utilise désormais l'Office du tourisme sur la mémoire et l'histoire donc de notre commune. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous demain matin, sachant que par ailleurs le comité des fêtes sera à l'œuvre
pour l'après-midi commencer les manifestations traditionnelles que nous pouvons enfin reprendre. Et donc, à partir de la fin d'après-midi, il y aura toutes sortes de thèmes prévus avec les jeunes. Et puis pour la soirée, alors non pas de feux d'artifice, parce que déjà dans le village qu'est le nôtre, c'est un peu compliqué en temps normal, mais cette année encore davantage. Et on aurait pu espérer pyro-mélodique, mais le souci de préserver l'eau nous l'interdit aussi. Et donc, ça sera un décor de laser qui sera fait par le comité des fêtes, dont je ne connais pas plus, mais le principe étant surtout de pouvoir fêter, comme il se doit, la fête nationale, mais dans la bonne humeur. Nous aurons Michel Villano qui viendra faire un petit tour pour nous faire son tour de chant sur Queen en particulier. Donc voilà, tout ça sera suivi bien sûr avec une animation musicale tout au long de la soirée. Je rajoute que le vendredi 15, les Villeneuvois sont invités gratuitement à l'hippodrome. Ce sont les nuits d'été de l'hippodrome qui reprennent cette année. Et donc vendredi, à partir de 17h, 18h, mais surtout 19h, eh bien, tous les Villeneuvois peuvent aller à l'hippodrome gratuitement. Il suffit juste qu'ils puissent justifier qu'ils habitent bien à Villeneuve-Loubet. L'Office du tourisme est en première ligne pour ces animations avec différents groupes pour faire l'animation. Et puis, il y aura aussi les courses identifiées avec des éléments de notre commune, dont l'un justement sur Marina et son port. Les festivités reprennent comme nous en avions l'habitude. Elles sont toutes gratuites, elles sont très différentes les unes des autres. Hier soir, ici, en plein air, c'était un concert classique, l'ensemble baroque de Monaco sous l'autorité de Mathieu Perraigne. Thérèse d'Artois était là avec d'autres élus. Comme tous les mardis soirs, il y a aussi Contes et légendes à la fin du mois de juillet qui, dans ce jardin derrière, pourra accueillir le public avec le château en fond de décor. Et puis différentes manifestations, spectacles dans le cadre, ici, les scènes du Loup, ou au bord de mer, l'espace Joséphine Baker, les scènes de la mer, comme nous les avons nommées. Les week-ends, le village a des Villeneuve Live Music, c'est-à-dire des petits groupes qui viennent faire l'animation. J'observe d'ailleurs qu'il y a beaucoup de monde et que c'est un grand succès. Et ça permet aussi de voir que le commerce local, et notamment les restaurants, se portent pas trop mal après la crise subie. Et on ne peut qu'en être réjoui. Bien entendu, notre commune, qui est une commune balnéaire, touristique, a toujours ses plages bien remplies, ses postes de secours équipés, et donc une brigade nautique qui patrouille sur le littoral spécifiquement, indépendamment de la police municipale qui est présente. Bref, nous souhaitons un été calme. La gendarmerie, ses renforts viendront à partir du 15 juillet progressivement. D'abord la réserve de gendarmerie, puis les renforts des mobiles à la fin du mois de... Enfin, 25 juillet notamment. Donc voilà, nous serons opérationnels pour faire face. Et on dira que le 23-24 juillet, les soirées gourmandes et musicales au village seront aussi des points forts, en attendant les soirées Renaissance du début août et puis la fête du port à Marina à la fin août. Alors là, on a prévu un vrai feu d'artifice, puisqu'on est au bord de l'eau, donc ça craint moins. Mais bon, on verra s'il peut se maintenir. Bon, on n'est pas, nous, des fanats du feu d'artifice, hein, parce qu'on sait combien ça coûte, et envoyer de l'argent en l'air, même si c'est beau, c'est toujours... bon, ça peut se discuter. En des époques où tout le monde regarde un sou est un sou, le gaspillage par feu d'artifice, mais pas toujours. C'est très beau, c'est vrai, c'est très chouette, mais quand on connaît les sommes faramineuses que ça suppose, c'est quand même... je ne suis pas vraiment sûr que ça soit toujours à l'air du temps. Et Albert Calamuso, il rajoutera que les feux d'artifice terrorisent les animaux, et notamment les chiens, et que donc il viendra un jour où il faudra peut-être trouver d'autres formes d'animation. Sachez que le moindre petit feu d'artifice, c'est entre 50 et 100 000 euros, quoi. Donc
30 minutes, 50, 100 000 euros en l'air pour dire la belle bleue, la belle rouge, j'en étais content, etc. Enfin, j'avoue qu'en termes de gestion, je ne suis pas convaincu, mais il faut que le peuple s'amuse. Hein, donc, du pain et des jeux, disait déjà César. Donc, effectivement, nous ne dérangerons pas, parce que si nous n'en faisions pas, que ne dirait-on pas? Mais peut-être un jour, les collectivités se diront que si on n'en faisait qu'un, globalement, ce serait bien suffisant. C'est une réflexion comme ça, toute personnelle, qui n'intéresse absolument personne, puisque ce n'est pas à la mode. Le jour où ça deviendra à la mode, là, on fera des débats à n'en plus finir. Mais je le répète, ce n'est pas un sujet fondamental en la matière. Mais nous, on fait très attention quand même à l'argent qu'on envoie en l'air, si je peux dire. Hein, je peux vous dire que grâce au comité des fêtes qui le gère, ça nous permet de faire effectivement le feu d'artifice, mais à un coût défiant toute concurrence par rapport à nos voisins. Vous remarquerez d'ailleurs que le prix n'est jamais indiqué dans les feux d'artifice, ça ne vous aura pas échappé. On donne les coûts sur plein de choses, sauf sur un truc, le feu d'artifice, parce qu'il ne faut pas gâcher la fête. Hein, car si le bon peuple savait ce que ça coûte réellement, hein, effectivement, il serait un peu moins tenté par la chose. Alors, à l'hippodrome, il y a un feu d'artifice à la fin de la soirée, et ce n'est pas nous qui le payons, donc tout va bien. Hein, donc, je ne peux que remercier la Société des courses et l'hippodrome de convier les communes de la Côte d'Azur, et notamment Villeneuve-Loubet, la commune voisine, pour que les Villeneuvois puissent en profiter sans bourse déliée, sinon que de vouloir jouer et parier, bien sûr, aux différentes courses. Il fait chaud, c'est vrai, c'est l'été, de toute manière il fait souvent chaud. Déjà, Pagnol le racontait dans Jean de Florette et Manon des Sources, et le problème de l'eau était déjà existentiel à l'époque où Pagnol a écrit, donc ça ne fait que confirmer les choses. Sans nul doute, il y a une aggravation récente que l'on peut observer, et donc ça veut dire qu'il faut préserver bien sûr la ressource en eau, et ce que les médias appellent la canicule, qui n'est pas une canicule, qui n'est que de la chaleur pour le moment, va peut-être effectivement devenir une canicule. Vous savez que la canicule, c'est quand la nuit, la température ne baisse pas. Tant que la nuit, la température baisse, ça ne mérite pas le terme de canicule. Hein, mais bon, nous, ce que nous craignons le plus, c'est que pour nos concitoyens, notamment, ils se protègent, ils évitent de prendre des risques pour leur santé. Le CCAS, chez nous, le Centre communal d'action sociale, est là pour les accueillir en tant que de besoin, pour se rafraîchir dans des salles fraîches, climatisées, ce qui n'est pas bon pour la planète, hein, la climatisation. Donc tout le monde veut protéger la planète et dénonce l'effet de serre que crée la climatisation elle-même et renforce. Ça fait partie de la schizophrénie générale. Hein. Nos anciens avaient des systèmes de ventilation un peu plus étudiés que les concepts architecturaux de ces dernières années. Et donc, il faut bien faire avec. Quand je dis qu'il faut faire attention à sa santé, donc d'éviter le sport à partir de maintenant, parce que d'abord, c'est très chaud et puis c'est très pollué. Et donc, la capacité respiratoire est bien plus faible pour les sportifs. Je vois des gens faire du sport à midi, 2 heures de l'après-midi, voire même le soir, hein, quand toute la chaleur a été accumulée avec la pollution. Je pense que c'est prendre des risques, mais qui ne se remarquent pas pour le moment. C'est plus tard, quand on fait de l'asthme, quand on développe des pathologies. Donc, il n'est pas interdit de le dire, mais nous ne sommes pas, comme dans certaines communes, des infirmiers non plus. Hein, donc, on laisse les citoyens responsables. On souhaiterait simplement que les citoyens puissent avoir toujours des attitudes convenables, c'est-à-dire qu'ils soient habillés en milieu urbain. Voilà, donc on le rappelle, et puis d'éviter de laisser tourner les moteurs qui polluent, parce qu'on veut manger son sandwich tranquille à l'intérieur de son véhicule, ou on ne veut pas éteindre le moteur, mais ça pollue. C'est une infraction au code de la route et ça sera sanctionné par la police municipale. Je préfère le dire, hein, parce que certains ne sont pas au courant. Donc sachez que laisser tourner le moteur de manière indue, hein, est une infraction au code de la route. C'est 68 €, donc à bon entendeur, salut. Voilà, c'était les petites nouvelles du moment. Et dans l'ordre du jour qu'il nous appartient de traiter désormais, il y a un premier point un peu étonnant comme ça, puisqu'il s'agit de diminuer le taux des indemnités de fonction des élus.
Alors, ça mérite une explication. Vous avez le rapport qui vous a été fourni, bien sûr, mais sur lequel je vous dois des explications. Et puis, pour nos concitoyens, alors, il faut savoir que les indemnités des élus, c'est à l'intérieur d'une enveloppe financière globale qui est attenante à la rémunération de la fonction publique territoriale. Il se trouve que le gouvernement, dans sa générosité qui est grande, a décidé que les agents territoriaux, comme les fonctionnaires nationaux d'ailleurs, ou hospitaliers, bénéficieraient à partir du 1er juillet, donc ça c'est déjà fait, d'une rémunération en hausse de 3,5%. Voilà. Et donc 3,5%, hein, c'est automatiquement, pour les budgets communaux, une décision qui n'était pas prévue dans le budget primitif et qu'il faut absorber. Pour nous, c'est une contrainte qui pèse d'un coup, comme ça, pour les 6 derniers mois de l'année, 300 000 €. Voilà. Et donc, qui se poursuivra d'ailleurs en 2023. Et s'il y a une autre augmentation, il faudra bien sûr la prendre en considération. Alors, les élus protestent peu là-dessus, mais ils devraient être plus virulents, je pense, parce que les décisions gouvernementales s'imposent aux élus locaux qui doivent gérer des budgets, eux, en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. L'État peut se permettre de voter des budgets en déséquilibre, il en fera un bientôt, mais nous, c'est des budgets en équilibre, et donc ça nous oblige à reconsidérer, bien sûr, un certain nombre de dépenses prévues, puisque celles-ci nous tombent du ciel, même si on l'avait un peu envisagé, mais pas forcément à ce taux important. La conséquence, c'est que ça permet aux élus de bénéficier aussi, puisque c'est indexé sur la fonction publique territoriale, de bénéficier aussi d'une revalorisation de leurs indemnités de 3,5%. Bon. Et donc, ça me paraît toujours assez étonnant que les indemnités des élus soient corrélées à celui de la fonction publique territoriale. Je ne vois absolument pas pourquoi ça devrait l'être, et vous remarquez que ça n'a jamais été un sujet de discussion, ni dans le public, ni pour les élus, parce que généralement on la méconnaît. Et je ne considère pas normal que les élus bénéficient d'une revalorisation de 3,5% de leurs indemnités, parce que quand on fait un mandat électif, on est sur une conception du service et non pas d'autre chose, et donc pas pour rentabiliser sa fonction. Elle est là pour indemniser, c'est bien son terme, une indemnité pour les dépenses occasionnées par le mandat électif, mais sûrement pas pour en faire un avantage. Dans la délibération de juillet 2020 que nous avions prise, nous nous étions engagés à maintenir nos indemnités pendant toute la durée du mandat. C'est passé totalement inaperçu, mais quand je l'ai fait mettre dans la délibération, je savais parfaitement que lors de ce mandat nouveau, on aurait forcément des revalorisations à venir. Et donc, c'est pour respecter le principe dont nous avons délibéré en 2020, de garder nos indemnités pendant toute la durée du mandat au même niveau, que nous avons comme conséquence aujourd'hui de diminuer le pourcentage que nous avions débattu en 2020. Si nous gardions ce pourcentage sur l'enveloppe globale, eh bien, nous bénéficierions bien sûr de cette revalorisation et d'autres à venir. Donc la délibération que vous avez et que nous avons déjà prise consiste simplement à faire en sorte que le taux maximum que déjà nous n'avions pas pris soit réduit. L'indemnité de maire est toujours la plus savoureuse, notamment médiatiquement parlant. Alors il faut savoir que en tant que tel, je devrais bénéficier d'une indemnité de 5 163 € bruts par mois. C'est ce qu'on trouve dans les journaux bien informés, style Capital, etc. C'est le taux maximum de 65%. Je suis déjà au taux de 42,7%, c'est-à-dire j'ai refusé de prendre la totalité de ceux auxquels j'ai droit et que la loi me donne droit, et qui réduit déjà à 2200 bruts, et pour être précis, me concernant à 1476 € net. Vous voyez que la place est bonne et que je ne doute pas que les candidats seront nombreux la fois prochaine, bien que d'autres puissent se prendre le maximum, ce qui est quand même un peu plus intéressant lorsque l'on est à 5 163 € bruts
Donc le choix que j'ai fait, sachant que rien ne m'obligeait à le faire, mais c'est question de principe, et pour pouvoir également faire en sorte que la répartition se fasse, y compris aux conseillers municipaux, en totalité. Les adjoints qui étaient à 18,6% vont descendre à 17,98%. Les conseillers municipaux ne sont pas concernés par l'affaire. Et pour être clair et précis, les adjoints touchent globalement 1 013 € bruts, soit net 876 €, avec toute la responsabilité que ça suppose. Les conseillers municipaux sont à 125 € bruts et 68 € net. Et je le répète, concernant le maire de Villeneuve-Loubet, c'est 1 476 € net. Voilà. En toute clarté, je ne dirais pas transparence, parce que c'est un mot tellement à la mode qu'il cache souvent beaucoup de choses. Donc je vous demande bien sûr d'accepter cette délibération, qui rappelle qu'en tant que commune touristique et balnéaire, nous sommes de fait depuis 1977, je crois, catalogués avec des indemnités de 40% au-delà de communes qui ne sont pas touristiques et balnéaires, et que donc les chiffres que je vous ai donnés tiennent compte, bien sûr, de cette majoration. Donc il y a de nouveau une boucherie qui vit bien au village, de qualité, qui a une clientèle et qui correspond parfaitement à ce que nous souhaitions. Donc nous avons sauvé un commerce de proximité important, mais on arrive au bout où, effectivement, ça faisait partie du contrat. Celui qui est locataire doit nous faire une offre, une proposition sur laquelle nous aurons à débattre après l'estimation des domaines pour la circonstance. Donc, merci à tous les acteurs qui ont permis ce travail. Et puis, on peut féliciter la qualité du boucher du village. C'est important, le boulanger du village, le boucher d'un village. Nous sommes aussi un village provençal, et nous tenons à notre identité en la matière et à ne pas laisser se dévoyer la tradition qui est la nôtre. Et donc, il y a ceux qui parlent, et puis nous, on agit. Il y a ceux qui font des déclarations, et puis il y a ceux qui préservent effectivement leur identité. Donc, je vais stopper 30 secondes. C'est bon quand même? Ah, ça remarche. Donc, si on voulait vraiment garder le direct pour la suite, parce que là, si on n'est pas en direct, c'est pas très très grave. Mais pour la suite, comme on l'avait dit, et donc ceux qui sont restés chez eux pour suivre en direct, pas non plus qu'ils soient frustrés. Donc nous abordons deux délibérations, dont une concernant simplement la convention de servitude sur des parcelles au profit d'Enedis, et puis l'autre sur la déclaration de projet, qui est le débat essentiel de ce soir. Oui. Merci. Donc là, il s'agit donc d'une convention de servitude sur les parcelles AT13 et 102 au profit d'Enedis pour l'extension de son réseau sur le port Marina Baie des Anges. En fait, dans le cadre du nouveau contrat de concession relatif à l'exploitation de l'aménagement du port de Marina Baie des Anges, les travaux de réaménagement étaient confiés à l'exploitant Maribé, qui regroupe Eiffage, Sodéport et la Banque des Territoires. La première phase des travaux consiste au réaménagement de la zone nord, correspondant notamment à l'aire de carénage, permettant la mise en norme des installations et la reconstruction du bâtiment, afin d'y accueillir davantage de services, notamment les services techniques, les ports, la station d'avitaillement, etc. Dans le but de mener à bien ces opérations et alimenter en électricité les nouveaux aménagements, tels que les bornes, les bâtiments portuaires et Enedis, doit développer le réseau électrique de 130 mètres linéaires sur les parcelles justement A13 et A102, propriété de la commune. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir une convention de servitude pour réaliser les travaux et assurer la gestion des réseaux en engageant chacune des parties. Je tiens à préciser que la commune a sollicité un accord préalable des services municipaux pour l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation en proximité des ouvrages qui pourraient gêner leur pose ou occasionner des dommages aux ouvrages. Avez-vous des questions?
fait, il s'agit de mettre un petit peu les conditions de servitude pour qu'ils puissent faire leur travail de branchement et d'aménagement. Donc, s'il n'y a pas de questions, je propose au Conseil municipal d'approuver les modalités de la convention de servitude avec Enedis, annexée à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et de lui donner tout pouvoir pour signer l'ensemble des documents nécessaires à sa bonne exécution. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Merci Marcel pour cette délibération. Effectivement, il est difficile d'être contre une évidence. Donc l'ordre du jour d'aujourd'hui, l'ordre important, c'est l'approbation de la déclaration de projet numéro 1 pour le réaménagement du port Marina Baie des Anges et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Je vais laisser bien sûr Marcel Piacentino rapporter ce dossier, dire simplement qu'il a été fait au départ par le concessionnaire, Maribay, et repris aussi par notre service d'urbanisme en la personne d'Isabelle Rodriguez, qui est présente, et que je remercie chaleureusement avec Marcel Piacentino pour le travail de précision à faire, parce que même s'ils ont pris un bureau d'études, aujourd'hui, vous prenez des gens, vous les payez, mais la compétence reste quand même très aléatoire, et donc finalement, c'est les services chez nous qui font ce travail, mais pendant qu'ils font ce travail, forcément, ils ne peuvent pas faire autre chose. Et dans des communes comme les nôtres, petites communes, où on n'a pas le nombre d'agents pléthoriques qu'on peut avoir dans des collectivités plus importantes, il faut s'organiser en conséquence. Donc je veux dire d'entrée de jeu et remercier Isabelle Rodriguez pour la qualité du travail qu'elle a fait en complémentarité avec Michael Hébert, qui n'est pas là aujourd'hui parce que c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il prend des vacances en plus. Ouais, des fonctionnaires qui croient pouvoir comme ça. Alors, il pensait être présent pour hier, mais comme on a décalé d'un jour pour des raisons pratiques qui tiennent à la salle qui n'était pas utilisable tout simplement avec les concerts dont je parlais tout à l'heure, donc on a dû déporter au 13 cette présentation et ce vote. Alors, bien entendu, nous n'avions pas le rapport du commissaire enquêteur à analyser pour avoir le temps d'y répondre lors du dernier conseil municipal du 30 juin, qui était particulièrement chargé. Et donc, c'est ce qui fait que nous faisons un conseil municipal plus restreint et dévolu à ce dossier aujourd'hui, 13 juillet, et que nous ne voulons pas attendre, bien sûr, le mois de septembre pour le faire, parce qu'il n'y a aucune raison de perdre 2 mois sous prétexte que c'est l'été. Donc la déclaration de projet, comme son nom l'indique, concerne simplement l'intérêt du projet tel qu'il est présenté sur le site même de Biovimer, le centre de thalassothérapie, qui a eu ses heures de gloire, mais aussi ses heures de sombre depuis maintenant une quinzaine d'années. L'enquête publique, après nomination du commissaire enquêteur, a permis aux citoyens globalement, mais en particulier ceux de Marina, de pouvoir faire valoir toutes leurs remarques, leurs découvertes parfois du projet. Certains ne savaient même pas qu'il y avait un projet sur la commune. Alors, je tiens à rappeler quand même qu'on a commencé ce travail en 2017, que nous avons organisé dès 2018 des réunions de travail avec tous les intéressés au projet non réglementaire, parce qu'en fait, il y avait 3 seulement partenaires qui pouvaient être intéressés. Donc nous avons convié tous les présidents, tous les responsables, ce qui nous a fait 3 réunions à 40 personnes dans cette salle ici, pendant toute l'année 2018 et 2019, pour échanger. Et le cahier des charges, d'ailleurs, du renouvellement de la concession portuaire a été fait pour une partie avec les avis de ceux qui étaient présents. Et donc, s'il y a bien un projet coopératif, participatif, c'est bien celui-là. Je le dis parce qu'on a toujours des commentaires divers et variés sur un pouvoir qui viendrait du ciel et qui imposerait et dirait les choses. Non, il fallait juste être là
il fallait juste s'intéresser à ce qui se passait, suivre et donc participer. Je répète, on a la liste quand même des 40 participants pour le sujet et de la prise en compte par notre assistant de maîtrise d'œuvre qui en a tenu compte avant de lancer l'appel d'offres pour répondre au projet de ce renouvellement de concession portuaire. Là aussi, le travail qui a été fait durant l'année 2019 en interne, puisque là, c'est des commissions municipales qui se réunissent, avec des élus non intéressés forcément par le sujet, cette fois-ci, pour avoir une vision extérieure et non pas de risquer le conflit d'intérêts par ailleurs, a permis, sous la conduite de Michael Hébert et de son service, d'aboutir à faire des classements des différents opérateurs en compétition. Je rappelle qu'il y a eu 7 dépôts de candidature, que 6 ont été retenus et que les 6 ont été classés selon un tableau de notation divers et variés, et que sur le port de Marina, où la rumeur est constante, comme le ressac des vagues, il y avait déjà l'attribution du marché à une société, paraît-il, connue. Et puis, il s'est passé que c'est un groupe qui était inconnu qui a eu le marché, ce qui est incroyable. Le groupe Eiffage n'était pas spécialement connu. Tout le monde parlait, répétait, notamment du groupe Vinci, pour ne pas le nommer, et ce fut Eiffage. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que la représentante de l'État, de la concurrence et des prix, nous a même félicité d'avoir instauré une réunion supplémentaire de débat, parce que c'est ce qu'elle pense qui est utile, mais qui n'est pas obligé. Nous l'avons fait nous-mêmes et elle était très satisfaite de la façon dont nous avions conduit les opérations. Je tiens à le rappeler parce qu'il y a peu d'exemples dans ce genre de dossier où il y a eu autant de clarté et où, effectivement, bien que ce soit le maire qui puisse avoir seule la décision finale du choix, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, du choix du concessionnaire, j'ai fait en sorte que cette décision soit collective. Et donc, c'est une commission dont on peut redonner tous les membres, pour ceux que ça intéresserait, qui s'est prononcée à l'unanimité, moins une qui était l'opposant d'alors, ce qui, j'allais dire, avait été relativement restreint, mais sinon, l'unanimité s'est faite sur le projet qui a été présenté au conseil municipal le 19 décembre 2019, quand même, qui a été débattu, retransmis en direct, qui, je pense, doit pouvoir être retrouvé sur Internet si on le veut. C'est assez facile. Quand on ne sait pas, on se reproduit là-bas. Et là aussi, le conseil municipal en a débattu et il y avait quand même deux oppositions. Il n'y en a eu plus qu'une, toujours la même, bien sûr, qui a voté contre, mais une partie de l'opposition a voté pour le projet. Donc on a eu une majorité, une unanimité, moins une voix, si on peut dire les choses. Et puis nous est tombé dessus le Covid. Bien sûr, le perdant, le concessionnaire sortant qui se représentait sous des couleurs un petit peu plus différentes, a fait un recours au tribunal administratif pour tout attaquer, tout contester, jusqu'au supposé favoritisme. Le tribunal administratif n'a pas pu se prononcer. En plus, vu le dossier, il a voulu être prudent, il a demandé une décision collégiale, c'est vous dire, ce qui est très très rare au tribunal administratif. Généralement, le juge est assez grand pour décider lui-même. Là, il a demandé le renfort de 2 collègues pour être sûr de ne pas se tromper. Le Covid est arrivé là et donc la décision a été prise au mois de mai au lieu qu'elle soit prise au mois de février. Donc ça nous a fait perdre 3 mois. Et la collégialité du tribunal administratif a conclu pour débouter totalement tous les points qui avaient été mis en avant. Et notamment pour dire très clairement, et je conserve là aussi la délibération à qui veut l'entendre, disant qu'en aucun cas il ne pouvait être fait état de favoritisme à quelque titre que ce soit. C'est quand même la décision du tribunal administratif collégial. Et donc on aurait pu penser qu'on en resterait là, mais on a eu un recours au Conseil d'État
qui, à l'automne, a conclu par un rejet sur la forme, non pas sur le fond, et considérait que ça n'avait pas de lieu d'être. Et le mauvais perdant a redéposé un recours depuis lors encore devant le tribunal administratif, à peu près dans les mêmes termes. Et là, il n'y a pas d'obligation de traitement. Ce n'est pas suspensif. Et donc, un jour, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est pour vous dire que, bien sûr, il y a des gens qui ont intérêt à ce que le projet ne se fasse pas. Hein, ça va de soi. Et que donc, tout ce qui peut retarder, tout ce qui peut empêcher, est vécu sûrement comme une façon de régler des comptes qui ne peut être qu'au détriment de la collectivité et de ceux qui sont sur place, tout naturellement. En tout cas, le groupement Maribey a pris ses marques. Heureusement d'ailleurs qu'on avait eu la précaution, et d'ailleurs, c'est pas heureusement, hein, on l'a réfléchi un peu, on n'a pas attendu la fin de la concession pour faire ça, on a anticipé 1 an à l'avance, mais on a perdu quand même l'année entre le Covid et les recours, on a perdu plus de 6 mois sur l'année qu'on comptait gagner pour pouvoir avancer dans la prise en main de la nouvelle concession. Je ne rentrerai pas dans les détails pour dire que le Maribey a trouvé une situation assez consternante, plus grave encore que ce que nous avions pu faire comme audit relativement superficiel, et que donc ça nous a interrogé nous-mêmes sur notre capacité à contrôler le concessionnaire ou d'une manière générale les concessionnaires hein, dans leur gestion. Je rappelle qu'en jusqu'en 2014, personne ne suivait en rien le port de Marina. Hein. Il y avait un directeur général des services, une directrice générale des services et un directeur de l'urbanisme de manière très ponctuelle. C'est nous qui avons créé en 2014 un service de la commande publique, juridique et une direction des ports. Et Michael Hébert, que nous avons choisi, puisqu'il avait une expertise en la matière, pour justement assurer le suivi du concessionnaire portuaire. Donc, nous remettons de l'ordre dans le désordre dont tout le monde se satisfaisait finalement, bien qu'il n'y avait plus de conseil portuaire non plus qui se réunissait depuis un moment, hein, et que nous avons remis un conseil portuaire en exercice qui se réunit désormais 2 fois par an, comme le veut la loi, dans lequel les choses se passent tout à fait courtoisement, excellemment, malgré des divergences de points de vue. Les votes se font à l'unanimité dans une ambiance tout à fait apaisée, ce qui n'était loin d'être le cas lorsqu'on a dû faire la première de ces réunions. Quand même rappeler un peu le passif hein, de ce domaine et se féliciter qu'aujourd'hui on puisse travailler et répondre aux obligations légales. Nous avons créé un comité, un club des usagers du port également, hein, qui est un lieu de débat. Philippe Deléan en assure la direction pour me suppléer en la matière. On en est à la 2e réunion. Hein, et il y en aura d'autres, bien sûr, qui permet justement aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer tout au long de l'année. Je vais chercher Philippe qui est là, bien évidemment. Et donc, le groupe Eiffage fait ce pourquoi il a été mandaté, c'est-à-dire ce qui a été présenté le 19 décembre 2019. Hein, c'est-à-dire, d'abord, l'aire de carénage, le chantier Bleu Mer, rebâtir des locaux administratifs, ils viennent d'être terminés, qui hébergent provisoirement la capitainerie, hein, mais qui accueillent d'autres services administratifs. La première étape s'est terminée, ce n'était pas la plus compliquée, hein, c'est finalement la partie la plus simple. Et s'il y a eu des évolutions du projet, c'est simplement pour des raisons, on l'a expliqué, qui tenait à la remarque même des mariniers de percevoir les bruits du chantier, que le positionnement de l'établissement en long permettait d'amortir les bruits. Hein, et donc c'est la concertation qui a fait la modification du projet existant et non pas une lubie du groupement ou de la commune par rapport à ce qui était sur les plans. Mais ça respecte grosso modo hein, ce qui était prévu.
le projet n'est pas terminé, bien sûr, parce qu'on n'est que dans la phase de construction. Donc la végétalisation du site interviendra ensuite. Pour le moment, hein, il s'agit de fonctionner dans des locaux, d'ailleurs, adaptés et qui permettent à chacun de s'y retrouver. L'objet à venir, bien sûr, c'est le projet Cœur de Marina, Cœur Marina, avec ce chancre qui s'appelle Biovimer, qui est quand même quelque chose d'invraisemblable en pleine, près d'un port de plaisance et au sein d'une immobilière de prestige que d'avoir cette verrue, hein, en plein milieu et dans un état de désagrégation constante, hein, et régulière. Et sur ce chapitre, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là-dessus aussi, hein, dans les bruits du port, hein, les clapotis du coin, hein, la mairie va racheter Biovimer, bien sûr. Qui peut croire une fadaise pareille, que la mairie va racheter ça? D'accord. Hein? En termes de gestion de l'argent public, c'est vraiment remarquable. Donc la mairie va acheter avec de l'argent public la défaillance d'un groupe privé qui s'est sucré à un moment donné et puis qui finalement a fait déposer le bilan. Et c'est l'argent public qui devrait compenser la défaillance du privé. Bon, je veux dire, qu'on puisse croire à des fadaises pareilles, ça ne m'épate toujours. Non, bien sûr que non. Et si la municipalité précédente a pu le laisser croire, eh bien, elle a trompé. Ou elle s'est trompée elle-même. Parce que, bien évidemment, ça n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il n'y a jamais eu le début du commencement de l'esquisse d'une démarche pour le faire. Ce qui est regrettable, c'est que pendant les 15 dernières années de concession, il y a eu des projets. Il y a eu des projets, il y a eu des investisseurs qui sont venus dire on est prêt à le faire. Et qui se sont heurtés à chaque fois, après d'ailleurs un accueil plutôt favorable, qui se sont heurtés à chaque fois à une fin de non-recevoir de la part de la commune. À partir de là, les dernières années, c'est évident qu'il n'y a plus aucun investisseur qui allait... Quand il y avait encore 15 ans de concession, on pouvait faire encore un pari. Hein, il est évident que quand il restait 5 années, ben, c'était terminé. Donc nous sommes là avec une friche, comme dans une région sinistrée Lorraine, hein, en plein cœur de la Côte d'Azur. C'est une friche, hein, un bâtiment obsolète. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir les retours d'images, mais vous les avez sur les documents qui seront sur le rapport. C'est dans un état tel que le groupement a trouvé d'autres choses encore davantage qui obligent à des travaux supplémentaires de préservation. Il y a de l'amiante, bien sûr, parce que ça ne pouvait pas en être autrement, mais ça a toujours un coût supplémentaire. Et d'ailleurs, au moment de la présentation pour la reprise de la concession, nous avons fait un petit audit superficiel, mais qui n'a pas été au fond des choses, parce que ça nous aurait coûté les yeux de la tête. Et sans doute aussi, on n'aurait eu aucun repreneur non plus. Alors bon, les groupements ont fait leurs propres études, ont visité, vu, appréhendé, donc se sont dit que c'était quelque chose qui était jouable. Hein, ce ne sont pas des innocents, mais tout de même, c'est quand même un défi que d'assainir c'est pas une concession portuaire comme les autres que l'on a là. Il ne s'agit pas de dire le port il est là comme à Vauban, comme à Golfe-Juan, on reprend un port, bon, il y a des bateaux, il y a des travaux sur le port. Non, il y a à côté un ensemble qui est obsolète. Et la grande chance de ce renouvellement de concession portuaire, c'est justement d'avoir un projet qui permette de dégager cette verrue, hein, et de pouvoir rebâtir quelque chose qui soit en conformité avec l'ensemble général et non pas une dévalorisation du bien, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est une dévalorisation du bien, d'autant plus que quand c'est abandonné, c'est squatté, c'est la source de tout problème d'insécurité. On a plus de sujets, de motifs d'intervention sur ce secteur de Marina que sur d'autres résidences dites sociales de la commune. Hein, donc...
Et il est temps et il est urgent, effectivement, qu'on fasse table rase de cet ensemble. Dans le projet qui a été présenté par Eiffage, donc c'est pour ça que c'est quand même pas une surprise, il a été évoqué, effectivement, un projet hôtelier. Donc ceux qui découvrent qu'il y a un hôtel, il n'y a pas de découverte. Et il était déjà écrit le 19 décembre que c'était un hôtel de 64 chambres et non pas 50, comme ça a été dit et répété à l'envi. Donc si on pouvait lire les documents officiels, je le dis, hein, on est prêt à la discussion et au débat, mais que d'abord on veuille bien aller aux sources de l'information et qu'on ne se contente pas du téléphone exotique, si je voulais, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour affirmer et dire des choses qui sont quand même consternantes. Donc dès le départ, il est bien clair que le groupement a dit c'est 64 chambres. Hein, et bon, de toute manière, nous, on n'a pas d'avis sur la question. Hein, c'est eux qui font leur compte, si je puis dire. Et donc, ils se sont engagés avec un projet sur lequel reviendra dans le détail après Marcel, qui s'intègre dans l'environnement. Je rappelle que c'est un architecte de Villeneuve, on va me redonner le nom, Erades, hein, qui a pignon sur rue dans notre commune et dans le département. Hein. C'est celui d'ailleurs qui a fait le pôle culturel ici, entre nous soit dit. C'est le même architecte. Hein, donc c'est le groupe Erades qui est associé au projet et qui a peut-être un peu la fierté de ne pas faire n'importe quoi puisque c'est chez lui, dans sa commune, et que ça sera sa carte de visite demain. Je le dis quand même, de croire un seul instant qu'on ne pourrait pas prendre d'intérêt et faire du béton pour faire du béton, pour faire de... Donc nous avons, nous, imposé des contraintes. La modification du PLU dernière, qui n'a intéressé pas grand monde, hein, c'est sûr, mais impose désormais 20% de plantation en pleine terre. Ça n'existait pas auparavant. Hein, il n'y a pas un projet dans la commune où il n'y a pas de l'exigence de plantation en pleine terre. Pourrais-je dire d'ailleurs que tous les immeubles que nous construisons, il y a plus d'arbres après qu'il y en avait avant. Hein, des arbres en terre, pas des arbres en bocaux pour décorer le paysage, des vrais. Et que donc, bien sûr, le site mérite toute l'attention requise et la commune sera particulièrement vigilante. Alors, des questions nombreuses ont été posées et on se réjouit de cette déclaration de projet, même si les questions posées et les remarques faites sont à côté du sujet, c'est des questions qui sont pertinentes. Et je veux dire aux Mariniens, mais comme aux Villeneuvois et à tous les autres, bien sûr que nous ferons en sorte de tenir compte des observations qui ont été faites. Car une commission, une enquête publique, c'est fait pour ça. Venir dire, écrire, s'entretenir avec le commissaire enquêteur et faire valoir des interrogations, trouver des explications, reposer des questions, essayer d'avoir des assurances. Nous sommes tout à fait sur cette longueur d'onde. Je voudrais que... Et je m'adresse à ceux qui sont présents dans la salle pour leur dire que pour nous, ça va de soi. Hein, et qu'il n'y a pas d'un côté un bloc, la mairie, le groupement, et puis de l'autre, les pauvres habitants du coin qui seraient les victimes d'eux. Bien sûr que non. Nous tenons à Marina comme à la prunelle de nos yeux. Nous nous désespérions de l'abandon du site qui faisait qu'il y a 20 ans, c'était moche autour de Marina et Marina était belle, et aujourd'hui, c'est moche dans Marina et c'est beau à côté. Donc c'est quand même, si on doutait de notre attention, il vous suffit de sortir de Marina et de regarder ce qu'est devenu la route du bord de mer, le boulevard Georges Pompidou. Et pour ceux qui sont inquiets sur les arbres, je voudrais rappeler quand même que lorsque le conseil départemental, les services du département sont venus pour faire la piste cyclable et la voie, ils nous ont présenté un projet où il n'y avait plus un seul pin dehors. Tout était rasé. Et que donc nous n'avons pas validé ce choix qui pourtant techniquement s'imposait et que nous avons travaillé avec le département, n'est-ce pas Marie, pour conserver les pins qui sont plutôt quand même une source d'enquiquinement, hein, parce que les racines des pins
nous oblige à revoir la voirie régulièrement. Et comme c'est en agglomération, ben c'est pour nous, c'est pas pour le département. Donc la solution de facilité pour la commune, c'était de dire c'est pas nous, c'est le département, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution, on va faire la voie, puis on mettra des pommiers ou des peupliers à la place. Et puis voilà, nous avons considéré qu'il y avait une marque sur Marina qui était celle des pins. Alors, je vois Sylvie Marchand qui est là, qui pense ce qu'elle pense des pins. Mais bon, ils sont là, donc on n'a pas envie d'être les responsables de l'abattage des pins, même s'ils posent bien des sujets à l'intérieur de la Marina aussi, notamment vis-à-vis des réseaux. Hein. Mais nous sommes attachés à ce que les Mariniens ont acheté en connaissance de cause, et donc on ne voit pas pourquoi on devrait aller à l'encontre. Ça sera un débat, ça. De toute manière, l'architecte des bâtiments de France, à l'intérieur, il ne veut pas qu'on touche aux pins. Il y en a qui nous parlent des palmiers, mais je voudrais leur dire que les palmiers, ce n'est pas un arbre. Donc c'est une herbe. Donc ça ne rentre pas dans la classification. Quand on vient nous dire qu'il faut mettre des palmiers, oui, on en a mis sur le bord de route, hein, parce que c'est en entrée de ville, c'est sympa, mais ce n'est pas considéré comme un arbre. Le pin est un arbre, le palmier est une herbe. C'est comme ça. Hein. Alors on peut mettre des palmiers parce que c'est sympa, ça fait floridien, c'est truc, mais on peut aussi avoir des vrais arbres, quoi, hein, je veux dire, qui font aussi... donc ça sera un débat, une discussion avec les représentants des uns et des autres pour savoir ce que l'on fait, mais de toute manière, l'ABF ne veut pas qu'on les enlève. Donc, à partir de là, il préfère que ça bousille tous les réseaux, parce que ce n'est pas lui qui les paye. Hein, et donc, c'est un vrai sujet. Donc, on ne sait pas trop comment on réglera le problème. Mais vous savez, dans la vie, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on est sur la déclaration de projet, de savoir si l'ensemble biovimaire doit être détruit et sur lequel un projet s'inscrit dans l'ordre des choses. Mais d'autres questions surgissent autour de ça, et donc il est normal qu'on ne l'occulte pas. C'est pour ça que je répète, bien sûr, tout ce qui a été dit au commissaire enquêteur, tout ce qui a été remarqué, et qui est pris d'ailleurs dans le dossier d'aujourd'hui, on en a 142 pages, et surtout les annexes et les trucs, il y en a 500 pages au total, donc voilà. Tout cela, nous l'avons bien regardé. Personnellement, je le fais assez rarement, mais je me suis entretenu 1h30 avec le commissaire enquêteur. De son fait, d'ailleurs, j'étais venu la saluer par respect et courtoisie, puis échanger un peu ainsi, mais j'ai trouvé quelqu'un qui connaissait son dossier et qui connaissait aussi le nautisme, ce qui est quand même pas mal pour parler du port, hein, et qui... Serge Jauvert me l'a rappelé, était quand même la femme qui avait suffisamment d'indépendance pour condamner le BGVAP de la décharge de la glacière en son temps vis-à-vis du préfet. Donc c'est pas mal d'avoir un commissaire enquêteur dont on peut se dire qu'elle se fait son idée par elle-même et que personne vient interférer dessus. Cela aussi, hein, toujours, il se dit beaucoup de choses et il se fait parfois aussi des choses, on ne va pas le dire, mais sachez que la commissaire enquêteur, c'est celle qui a tenu tête au préfet et à Veolia pour refuser le BGVAP installé sur la décharge de la glacière. Donc c'est plutôt bon signe. C'est l'impression que ça m'a donné et donc on l'a laissé totalement se faire son idée. Et elle a repris en compte d'ailleurs un certain nombre d'observations, elle ne les a pas occultées. On pourra le consulter. Donc pour les arbres, je dirais que la réponse, vous l'avez dès que vous sortez de Marina, tous les pins sont toujours là. Vous avez une superbe route, une piste cyclable, il y a des palmiers en plus et les pins sont conservés. Donc c'est juste pour vous dire que la municipalité a le souci du végétal et chaque fois qu'elle peut en mettre, alors il y en a qui en veulent mais pas là où ça leur gâcherait la vue aussi. Hein. L'arbre c'est bien mais il ne faut pas qu'il pousse. Donc c'est un peu compliqué, hein, mais on tiendra compte de toutes ces observations parce qu'on n'a pas de raison de venir enquiquiner les gens dans leurs soucis, dans leurs priorités. Moi, j'entends tout. Hein, je veux qu'on le sache bien. On est dans l'observation et dans la prise en compte, dans la mesure où c'est compatible, parce que l'intérêt privé s'efface toujours devant l'intérêt dit général ou public, mais
moi je considère que le bon intérêt général, c'est quand il prend en compte l'intérêt privé aussi, et non pas quand il le méprise. Donc voilà, c'est une mise au point que je veux faire aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a eu un débat passionnant et passionné sur le lagon, qui va devenir une sorte de totem, une sorte de relique. Peut-être Stéphane Bern viendra-t-il faire un historique sur le lagon. Sylvie nous le racontera aussi, parce qu'elle connaît bien l'histoire, qui n'est pas forcément celle que tout le monde colporte aujourd'hui. Alors, le lagon, je voudrais juste dire que c'est Marie Beck qui a fait le travail l'année dernière pour permettre de l'utiliser encore une fois, alors qu'il n'aurait pas dû l'être, s'il était obsolète et dangereux, hein, et qu'il a fallu convaincre la DDTM d'une dernière fois de pouvoir l'utiliser, parce qu'il a tellement été bien entretenu, hein, que de toute manière, c'était terminé. Hein, donc le lagon, déjà, on sait que tel qu'il était, hein, n'importe comment, il fallait tout remettre en état selon les normes d'aujourd'hui, et qu'en aucun cas, il ne pouvait continuer. Donc on ne met pas fin à un lagon prospère. Non, on met fin à quelque chose qui, de toute manière, était au niveau de Biovimère à côté. Au niveau de, en termes d'installation, en termes de sécurité, en termes de conditions d'utilisation. Et donc, c'était prendre une responsabilité. Et comme toujours, il y en a qu'un qui assume la responsabilité, c'est de mettre des gens dans un endroit qui est dangereux. Sans parler des rejets directs en mer, etc. Enfin bon, on a un rapport là-dessus. Ceux que ça intéresse, on est prêt à le donner, il n'y a pas de souci. Hein, donc le lagon en lui-même, de toute manière, doit... Alors, on peut après avoir le débat, on le refait à l'identique, on ne refait pas à l'identique, etc. Mais dans le projet qui a été fait par Eiffage au départ, et tel qu'il a été suivi, le lagon était remis avec une ou plusieurs piscines, 2 piscines, etc. Marcel dira le détail. On en a débattu au moment de la décision prise le 19 décembre, hein, je le rappelle quand même. Ça a été déjà l'objet d'un débat des commissions, hein, où on a indiqué au groupement qu'on souhaitait qu'on soit dans l'esprit de ce qui avait existé, même si on pouvait considérer effectivement que l'utilisation serait différente, puisque attenante à l'hôtel, mais pas réservée non plus à l'hôtel. On a bien indiqué à chaque fois que les mariniens devaient pouvoir en profiter, hein, et que donc il fallait trouver les modalités. Je rappelle d'ailleurs qu'au départ, dans la présentation du projet, il était tellement ouvert qu'il était prévu que les enfants de la commune puissent aller à la piscine prévue. Hein, et qu'on a dit, bon, on ne va pas tout mélanger, parce que si on commence à avoir les gamins au milieu des écoles, d'un site qui reste privé, même s'il est ouvert au public, ça va être un peu compliqué. Mais ça faisait partie de leur présentation. C'est donc dire que l'idée d'ouverture, hein, et non pas de repli, est une réalité. Après, je conçois bien sûr que la qualité du passé du lagon tel qu'il était, et puis la présentation du projet tel qu'il est, d'autant plus que dans la déclaration de projet, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous présente? On met une patate à l'endroit où il doit y avoir de l'eau, et c'est tout. Ce n'est pas le dépôt du permis qui doit valider, et ça fait l'objet, à partir de maintenant, de la discussion. Le groupe Marina Bay Eiffage a bien pris en compte ce qui était souhaité, ce qui était demandé. Nous aussi, Isabelle Rodriguez est l'interlocutrice directe du groupe Maribé, Michael Hébert aussi, moi en tant que de besoin, hein, je vous le dis, Marcel, pour que les choses soient compatibles. Alors on ne va pas faire des promesses qu'on n'est pas capable de tenir, hein, parce qu'il y a toujours des considérations techniques, mais enfin ça fait partie d'un sujet qui n'est pas l'essentiel de la concession portuaire. Il ne faut pas non plus... Hein, on n'a pas choisi le 19 décembre la piscine, hein, on a choisi le port. Hein, mais on sait que c'est un élément important. Et qui peut croire un seul instant que ceux qui vont investir là vont faire quelque chose pour que ça ne soit pas utile, ouvert, etc. Enfin, bon, ça nous appartient, ça fait partie des discussions, mais c'est des conditions qui ont été dites dès le départ, hein, qui sont... Donc, nous, on n'a pas de sujet d'inquiétude, mais je peux comprendre la préoccupation, je n'ai pas dit l'inquiétude, la préoccupation de ceux qui avaient des habitudes de pouvoir profiter d'un écrin
de référence, tout naturellement. La déclaration de projet n'en dira pas plus aujourd'hui, hein, mais les considérations qui ont été faites à l'enquête publique seront des éléments pour tenir compte du dépôt du permis de construire qui aura lieu par la suite. Hein. Et il est évident qu'un permis de construire qui n'en tiendrait pas compte serait l'objet de tout recours en la matière. Et je ne pense pas que nous le validerions nous-mêmes. Donc voilà, quoi. Je ne peux pas mieux dire au moment où je vous parle, hein, pour dire que c'est bien pris en compte. Après, on nous a parlé des places de parking. Bah, il y en avait 90, il en est prévu 210. Donc, et nous avons mis au plus la possibilité de parking extérieur à Marina sur des terrains aujourd'hui encore privés. Hein, nous avons mis des parkings paysagers dans le plus. L'expérience faite actuellement de zone bleue pendant la période estivale démontre à l'évidence que c'est quand même aussi une possibilité importante de places de stationnement, d'autant plus que... Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une zone bleue, c'est ça le problème, hein, il faut qu'on donne un petit descriptif. On fait des zones bleues de 3 heures, ce qui fait qu'à 9 heures, j'ai droit jusqu'à 12 heures, et comme il n'y a rien entre 12 et 15, en fait, j'ai 6 heures devant moi. Et à partir de 15 heures, j'ai encore droit à 3 heures, mais en fait 4, parce qu'on ne va pas faire passer la police municipale à 18 heures pour 19 heures. Et donc, en fait, quand je suis installé à 15 heures, je suis tranquille jusqu'au lendemain matin, 9 heures. Bon, et c'est gratuit. Évidemment, ce n'est pas un parking privé. C'est vrai que ce n'est pas un garage à ciel ouvert, comme certains en avaient l'habitude. Mais on ne peut pas à la fois louer ces garages pour avoir des rentabilités et se désoler de ne pas avoir de place de stationnement. Et voilà. Donc il y a des gens qui feront des reconfigurations et la commune n'est pas là pour offrir des places de parking non plus publiques à des fins privatives. Voilà. Donc l'expérience faite cette année de la période estivale, uniquement estivale, parce qu'en période hivernale, hein, on ne considère pas que ça soit forcément nécessaire, hein, sera intéressante à voir. Mais c'est quand même une offre de places de stationnement pour les touristes, pour les invités, qui est quand même non négligeable. Nonobstant ce qui va être créé sur place. Et ce sont des parkings à ciel ouvert, qui ne sont pas des parkings enterrés. Donc voilà, les places de parking, je pense, satisferont largement le projet. C'était les arbres, le lagon et les places de parking, c'était les 3 points qui sont revenus le plus communément. Hein, je répète que nous les entendons et que nous les comprenons, que nous ne les balayons pas d'un revers de main. Mais nous ne pouvons pas donner des réponses aujourd'hui en l'état. Je veux dire, il faut bien le comprendre quand même. Hein, et donc, il faut un minimum de confiance. Il est évident que si on est suspect de tout, on n'a rien à se dire. Mais je pense que tout ce que nous faisons sur la commune démontre à l'évidence que nous sommes attentifs à la qualité de notre environnement et que nous avons plutôt embelli la commune depuis que nous y sommes plutôt que de l'avoir amoindrie. Et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de la même manière parce qu'il nous intéresse de considérer que les gens qui sont sur place, qui payent des impôts et qui payent d'ailleurs aujourd'hui 2 fois des impôts, payent demain comme tout le monde. J'ai déjà dit que nous souhaitions que les voies soient publiques et non plus à la charge des mariniens, parce que ça me paraît légitime, hein, ça va de soi, même s'il y a toujours un droit de consultation, de regard, comme nous le faisons dans la résidence des Bouches-du-Loup. Hein. Si les gens des Bouches-du-Loup devaient s'entretenir toutes les voiries, il y a déjà longtemps qu'ils seraient tous partis des Bouches-du-Loup. Donc moi je considère que ce qui a été valable à une époque ne doit plus l'être. La commune doit prendre ses responsabilités. Le port est municipal, les voies d'accès au port, eh bien, elles sont naturellement publiques, hein, et donc elles sont à la charge et à l'entretien de la collectivité, c'est normal. Aujourd'hui, on est dans une forme ambiguë, c'est toi, c'est pas moi, c'est 50, c'est pas 50, c'est des discussions de chiffonniers qui ne vont pas de mise. Alors, on a bien avancé sur l'état des réseaux, il y a quand même des réseaux qui doivent être remis en état avant de donner les choses à la collectivité, ça sera l'objet d'une discussion aussi, hein. Parce qu'il n'est jamais question de donner un truc pourri à la collectivité publique. Et donc, c'est là où il y aura un débat à avoir, une discussion à avoir entre gens de bonne compagnie. L'intérêt de tous, c'est que voilà, chacun fasse l'effort nécessaire
pour sortir par le haut et non pas par le bas. L'enjeu de la croisette reste effectivement un enjeu important. Je répète quand même que dans le projet de départ pour Eiffage, il n'y a pas de projet de croisette. Il y a juste l'accès au port, c'est tout, et sur lequel ils ont prévu de mettre 500 000 euros, 600 000 euros, et c'est nous qui leur demandons, comme nous l'avons demandé aux autres, de reconsidérer leur projet pour qu'il y ait une part plus grande, pour, tant qu'à faire, si on doit aménager, ça soit aménagé de manière qualitative, et donc les 1 600 000 euros qui ont été prévus, je répète prévus, intègrent les 500 000 obligatoires pour eux, bien sûr, du port, et ce n'est pas en plus. Mais le fait d'avoir une réserve sur laquelle le groupement privé accepte de faire plus que ce qu'il devrait faire uniquement pour l'accès au port, il doit en être tenu compte. Et bien entendu, c'est une discussion que nous aurons à avoir sur ce qu'il doit advenir de l'endroit. L'architecte Herades travaille dessus. Et puis à un moment donné, on débattra du sujet sur piétonisation, pas piétonisation, accès pour les bateaux, accès pour les commerces, tenir compte de tout, une voie de circulation malgré tout, mais un cadre piétonnier plus agréable que d'avoir des voitures sous le nez comme c'est aujourd'hui, qui est quand même pas très chouette, quoi, à partir du moment où on a des places de parking qui existent ailleurs. Voilà. Donc tout ça, on l'a dit en 2019. Je ne fais que redire aujourd'hui, et je n'ai pas changé de discussion, quoi. Je n'ai pas changé de thème. Donc je veux le repréciser, mais ce que je veux dire vraiment, c'est qu'on n'est pas dans un rapport conflictuel. On est dans un rapport de discussion, de débat. Et de la prise en compte des intérêts des autres. Et donc, le Covid nous a quand même bloqués, parce que quand on vient nous dire « on n'a pas vu et tout », mais vous saviez où vous étiez pendant le Covid? Vous étiez chez vous, nous aussi. Ça nous a plombé quand même pendant plusieurs mois. On est sorti à peine du Covid et la reprise d'activité totalement cessée, et on est reparti encore dans un semi-confinement qui interdisait de faire des réunions, qui interdisait de pouvoir... il y avait encore le pass vaccinal il y a encore 2 mois. C'est-à-dire qu'à une réunion, celui qui n'avait pas le pass vaccinal, il n'a pas le droit d'y participer. Bon, je veux dire, et donc il faut tenir compte de tous ces impondérables. Ce n'était pas une absolue nécessité, donc on a avancé, on a continué d'avancer. Maintenant, on va rentrer dans les choses où effectivement les dépôts des permis vont exiger plus de concertation et de réunions, mais là aussi avec des gens qui ont le sens des responsabilités. Dans cette affaire, il y a toujours 2 catégories. Il y a la grande masse des gens qui n'ont pas tous les éléments, donc qui peuvent se laisser influencer et entendre un peu tout et n'importe quoi. Et puis, il y a ceux qui sont parfaitement au courant. Alors, il y a ceux qui sont au courant et de bonne foi, et il y a ceux qui sont au courant et de mauvaise foi. Alors, je vous le dis tranquille, ceux de mauvaise foi, on ne discute même pas, ce n'est pas un sujet. Mais avec les gens de bonne foi, bien sûr, on est là pour discuter et pour progresser nous-mêmes, parce qu'on ne prétend pas non plus détenir la vérité. On sait qu'il y a des contraintes, il y a un cahier des charges, le groupement est engagé sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui est compatible? Mais à mon avis, on peut obtenir plus du groupement dans le dialogue plutôt que dans l'affrontement. Parce qu'il est bien évident que les recours contre Eiffage, moi, si je suis Eiffage, il n'y a pas de problème. Faites les recours, de toute manière, on fera comme on a décidé de faire, et on discutera de rien. Et on sera tous perdants. Alors que si on est dans le rapport de discussion, de débat, et comme c'est leur intérêt bien compris que les choses se passent bien, on est toujours plus souple. Et on obtient plus que ce qui était prévu au départ. Mais quand on veut créer à tout prix un rapport de force pour faire le malin, moi je vais vous le dire, contre des groupements de cette envergure-là, il n'y a personne qui fait le malin. Il n'y a personne qui les fera plier. Ils feront au minimum, ils saboteront le travail, juste pour que ça dure ce que ça dure, et puis tout le monde sera perdant. Je vais vous donner un exemple du dialogue musclé qu'on m'a expliqué avant que je sois élu ici, avec mon prédécesseur. On allait faire plier les promoteurs
sur les logements, on allait leur imposer 2,2 places de parking. Alors que la loi n'impose rien, sauf 1 place pour les logements sociaux, et pour le reste, c'est libre. Mais on a imposé aux promoteurs 2,2 places. Et vous savez où il les a fait, ces 2,2 places de parking? Il les a fait dans les sous-sols. Et puis tout le bâti, il est aujourd'hui délabré au bout de 10 ans. Vous irez voir l'état du quartier dit des Navigateurs, qui est juste au pied de Marina, qui s'appelait le quartier du Loubet, auquel on va redonner son nom d'ailleurs. C'est le quartier du Loubet, c'est là. Et vous irez voir le Royal Cap, vous irez voir l'arrière du Royal Cap ou le long de Marina, vous allez voir comment ça a été construit. Pourtant, l'architecte s'appelait Villemotte. C'est une honte. Ce bâti est une honte. Mais le promoteur m'a dit, mais moi, vous voulez 2 places de parking? Mais je vous les donne, les 2 places de parking. Seulement la tuyauterie à l'extérieur, selon le tout à l'égout. Donc, dès qu'il pleut, toutes les façades sont délavées. Et aujourd'hui, 15 ans après, dans quel état c'est? Allez le voir quand vous êtes au carrefour des drapeaux, là. Regardez un peu l'ensemble que ça donne au pied de Marina. C'est une laideur. Nous, on fait l'inverse. On a dit aux promoteurs, non, mais gagnez de l'argent, il n'y a pas de problème. On est d'accord, mais faites-nous de la qualité. Et surtout que les places de parking, c'est une aberration, puisque n'importe quel propriétaire peut les louer ou les vendre. Donc, exiger 2 places de parking à chaque habitation, c'est absurde. C'est imposer des coûts, mais qui ne profiteront à personne, puisque de toute manière, vous ne pouvez pas trouver à vous garer, à vous stationner, puisque tous les parkings ont été revendus. Une partie des parkings, d'ailleurs, est sous l'eau, parce que ça a été tellement bien traité aussi, qu'ils sont inutilisables. Donc pour moi, c'est une leçon. Donc la leçon que j'en ai retirée, et dans tous les projets que nous sortons aujourd'hui, on fait du beau, on fait de la qualité pour tous. Et que le promoteur gagne de l'argent, c'est bien normal, que FH gagne de l'argent et tout le monde sera content. Et il ne s'agit pas de vouloir faire plier pour obtenir. On n'obtiendra rien. On obtiendra parce que, entre gens responsables, on sait que c'est un intérêt partagé. Et l'intérêt partagé fait qu'on a intérêt qu'il y ait une piscine qui soit de qualité et qu'il y ait un accueil. On n'a pas intérêt à ce que ça soit une critique permanente et dévalorisante pour l'ensemble que l'on crée. Voilà, ils sont comme tout le monde. Le groupement qui va prendre le projet le leur dira eux aussi. La dernière question que je n'ai pas abordée, c'est celle de la hauteur. Bien sûr qu'il y a une petite différence de hauteur qui est insupportable pour certains. Elle était dans le projet de départ aussi, je le répète. Il n'y a rien de nouveau. On savait qu'il y a des endroits, ça serait plus bas, et puis qu'il y aurait un endroit qui serait effectivement un peu plus haut. Et c'est bien d'ailleurs l'objet de la déclaration de projet pour le mettre en compatibilité. Simplement, j'allais dire, c'est quand même pas énorme. Et quand on regarde la qualité architecturale de l'ensemble, on n'a pas d'alternative et on n'a pas de solution. Donc ceux qui sont contre parce que c'est plus haut et parce que ça leur gâche la vie, ils seront contre. Et puis voilà. Mais c'est le projet de départ et on ne peut rien y changer, quoi. Je suis désolé d'avoir à le dire. Par contre, on fixe très bien les normes dans la déclaration de projet. Et ce n'est pas tout l'ensemble, c'est maximum 40% qui serait différent, et sûrement moins, mais on a mis un maximum de 40%. Ailleurs, ça serait moins que ce que c'est. Et donc, c'est une contrainte qu'on a acceptée depuis le départ. On n'a trompé personne là-dessus. C'est une contrainte de départ qu'on a acceptée. On savait qu'il y avait 2 mètres de différence. Mais en tout cas, on n'est pas dans les 11 mètres dont on nous a parlé pendant des lustres, qu'on va faire une tour de 11 mètres au milieu. Ça ne sera pas 11 mètres, déjà. Ou plus, je ne sais plus combien. Bref, donc, c'était plus que ça. 13,50. Voilà. Donc, il n'y a pas de tour. C'est 13,50 et sur maximum 40%. Oui, voilà. Donc, je vais laisser Marcel décliner un peu concrètement les éléments réglementaires. Je voulais auparavant m'exprimer vis-à-vis des citoyens pour leur dire qu'il faut un minimum de confiance. On est là pour embellir, on est là pour donner de la qualité, de la valeur. Alors évidemment, tout le monde n'a pas la même perception de la qualité et de la valeur, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Il y a des gens qui m'ont dit Pearl Beach au bord de mer, c'est moche, c'est ligne, c'est pas beau, etc. C'est pour ça que c'est plein.
Les gars, ils ont acheté à 10 000 € le mètre carré. C'est pas beau, mais ils ont acheté à 10 000 € le mètre carré quand même. Et c'est des Français en plus, hein, c'est pas que des étrangers. Donc la notion de qualité, de beau, etc., elle est assez relative, quoi. Donc nous, on veut de la qualité, hein, et il faut que ce projet soit valorisant pour tous. C'est l'intérêt de tous. C'est l'intérêt de la commune, qui est une commune touristique. Un hôtel 4 étoiles, un centre de séminaire, de conférences également, parce que le projet n'est pas de faire un hôtel parmi d'autres. L'objectif, c'est de l'intégrer dans une notion portuaire. Pour les concepteurs, c'est l'idée aussi qu'on arrive à l'aéroport, on a le bateau, ou on part dans la journée du bateau, on peut avoir une chambre à l'hôtel. Enfin, il y a toute une explication de gestion qu'ils ont donnée en son temps, qu'on pourra redonner pour l'occasion, mais ce n'est pas simplement de mettre un hôtel pour un hôtel. Après, il est bien évident que Eiffage cherche à ne pas perdre de l'argent dans les travaux colossaux qu'il est obligé de mettre sur Biovimer. Et penser un seul instant que flinguer le projet, ça servira à quelque chose, ça servira à rien, ça servira à garder une verrue, et à un moment donné où il faudra bien se préoccuper de la verrue, donc qui l'enlève, qui paye, voilà, donc c'est une occasion, et sans doute la dernière, il n'y en a pas d'autre, de pouvoir rebâtir quelque chose pour les 30 ans à venir. Donc je crois qu'il nous appartiendra maintenant, lors des permis, de débattre et d'entendre les observations des uns et des autres. Après, d'avoir des recours sur des permis, ce n'est pas interdit non plus, hein. Je veux dire, c'est la vie, mais c'est un petit peu dommage toujours quand c'est un juge qui doit donner la vérité, et c'est donner un peu trop de pouvoir au juge par rapport à du travail qui a été fait, surtout quand il est collectif, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne soit pas collectif. Voilà, je n'étais pas obligé de faire cette déclaration, je la fais en toute conscience, pour le respect que je dois à nos concitoyens qui se préoccupent du devenir de cette enceinte dans laquelle ils vivent, et dont il y en a qui y travaillent aussi. Et nous devons tenir compte de tous les intérêts, hein, qui sont en jeu. Si vous aviez un doute sur l'intérêt du projet, quand même, j'observe que des établissements qui étaient fermés depuis près d'une dizaine d'années rouvrent. Je parlerai du Saint-Barth notamment. Si vous pensez un seul instant que celui qui est venu investir à Marina pour réouvrir le Saint-Barth est venu uniquement parce que ça lui a bien plu, Marina et le port tel qu'il est, je pense que vous êtes un peu innocent, quoi. S'il y a des investisseurs aujourd'hui, c'est parce que ça bouge, c'est parce qu'il y a un projet, c'est parce que demain il y aura une clientèle, et donc ça profite aux Marignats quand il y a des commerces ouverts, plutôt que d'avoir des commerces fermés qui sont dévalorisants. Le Saint-Barth, je l'ai connu depuis 2013 au moins, fermé, peut-être même avant, 2012-2013, fermé, hein, et tous ceux qui ont voulu le reprendre n'ont jamais rien repris, quoi. Ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas fait. Là, c'est fait. Et ce n'est pas le fait du hasard que ça soit maintenant. Surtout au sortir du Covid, en plus, hein, où les trésoreries sont quand même un peu malmenées. Donc il y a des gens qui font le pari de l'avenir. Et je pense que c'est peut-être la meilleure réponse, plus encore que le commissaire enquêteur sur la déclaration de projet. Bon, j'ai assez parlé. C'était pas pour meubler, mais c'était important quand même que je vous donne mon sentiment, hein, et que, si on peut vous rassurer, hein, mais on avance ensemble. Voilà, je le répète, on va avancer ensemble, hein, dans le cadre tel qu'il a été défini depuis le départ, hein. On ne va pas changer le cadre tel qu'il était, mais il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas les satisfactions nécessaires au projet. Marcel piaffe d'impatience et je lui donne bien volontiers la parole. Merci, Monsieur le maire. Et pour avancer, nous avons besoin justement de la déclaration de projet. Et cette déclaration de projet, je vous rappelle aujourd'hui, l'objectif, c'est de valider le fait qu'elle correspond à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on ne se prononce pas du tout sur le permis ou sur les règles, etc., etc. Il y a le 20 janvier 2022, le conseil municipal a approuvé le lancement de la procédure de mise en compatibilité du plan d'urbanisme par déclaration de projet.
Cette procédure qui est prévue à l'article L300-6 du Code de l'urbanisme permet, après enquête publique, de se prononcer par déclaration de projet sur l'intérêt général du projet de requalification et de revitalisation du port Marina Baie des Anges. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en est à une étape de dire, en gros, est-ce qu'on souhaite conserver ou changer de projet, etc. Ou alors est-ce qu'on veut effectivement avoir le cœur de Marina refait selon le projet qui, je vous le rappelle, comme le disait Monsieur le maire, a été validé le 19 décembre 2019 en désignant le groupement Eiffage, Banque des Territoires et Sodéport comme ayant présenté la meilleure offre dans le cadre de la délégation de services publics visant à l'attribution d'une concession pour l'exploitation et l'aménagement du port de plaisance Marina Baie des Anges. Donc c'est un projet global. Hein, c'est pas seulement... en gros, il y a trois gros éléments. Il y a la partie exploitation du bassin, et puis il y a la partie administration du port, etc., toutes les parties techniques, et le cœur de Marina, qui est un des éléments qui va permettre la requalification complète de cet écrin. Hein, on a un des plus beaux ports de la Côte d'Azur. Hein, c'est un enjeu colossal. Monsieur le maire rappelait les investisseurs récents qui se sont installés, mais il est très souvent, on a très souvent des contacts de gens qui s'informent parce qu'ils souhaitent justement venir, trouver des locaux, s'installer, etc. Ça fait partie de la dynamique globale. Alors, donc, après ce rappel, donc, il y a eu ce projet, il y a eu le projet d'aménagement qui s'articule autour de plusieurs axes pour prévenir une redynamisation du port de plaisance et de ses activités portuaires. Donc, c'est vraiment la totalité. Et le bâtiment cœur de Marina, c'est vraiment un des éléments clés de ce projet. Alors ensuite, donc là je vais prendre un petit peu le détail de la procédure pour que vous puissiez avoir les éléments pour vous prononcer sur l'intérêt général du projet. Donc le bâtiment Cœur Marina est appelé à devenir l'atout central du port de Marina Baie des Anges avec des conséquences, un traitement de haute qualité comprenant la réalisation d'un bâtiment labellisé bâtiment durable méditerranéen niveau argent pour ses qualités énergétiques, environnementales, favorisant le bioclimatisme et réduisant la consommation d'eau et d'énergie grâce à un système d'aquathermie. Donc c'est un projet qui est à la fois moderne et qualitatif. Ce bâtiment accueillera la capitainerie, la police portuaire, les services publics portuaires assurés par l'exploitant, ainsi que divers services et activités annexes dédiés à l'eau et au bien-être, des espaces de travail pour les marins en escale ou des événements d'entreprise, des salles de conférence, des salons et des expositions, un restaurant et bien sûr un hôtel 4 étoiles. Ce bâtiment deviendra le centre d'intérêt et cœur d'activité du port qui fera participer l'ensemble du public à la vie du site. Invitation à la promenade avec une végétalisation en hauteur et un jardin sur le toit, formant un belvédère végétal vu sur la mer. Le haut du bâtiment sera une promenade piétonne végétalisée. Il s'agit donc de requalifier cette partie du site portuaire en léthargie et à l'abandon depuis des années. Je ne reviens pas sur les vues qu'on a montrées. On avait l'impression qu'il y avait eu un attentat ou quelque chose à l'intérieur qui avait complètement détruit. Et la vue qui était donnée par rapport au toit actuel de Burguimer, voilà, enfin vous ne pouvez pas voir, mais on avait une vue assez déplorable et en tout cas pas du tout à la hauteur de la qualité de Marina. Donc, dans la qualité de cadre de vie, on sera également amélioré. Donc, l'intérêt général de ce projet, tant économique et touristique qu'architectural et environnemental, justifie la mise en œuvre de cette procédure d'adaptation mineure du PLU. Donc ça, c'était la partie intérêt général. Je vais dire quelques mots sur
la procédure en elle-même. Disons que Madame Odile Bouteiller, dont Monsieur le maire a nommé les qualités, je ne reviens pas dessus, a été désignée par Madame la présidente du tribunal administratif de Nice en qualité de commissaire enquêteur. Elle a tenu 4 permanences au service municipal d'urbanisme et le 22, 27 avril, 11 et 25 mai 2022. Les observations pouvaient être également transmises par voie électronique à l'adresse de la mairie, à l'attention de Madame la commissaire enquêteur. Le dossier de déclaration projet était consultable aussi au service urbanisme au jour habituel d'ouverture au public. 97 observations du public ont été consignées dans le registre, tout mode et transmission confondus, registre, courriel, courrier. Et également 2 pétitions comprenant 113 signatures, totalisant 220 observations, ont été faites. La conclusion de tout ça, donc, comme en fait état le commissaire enquêteur, les dites observations ne sont pas directement en lien avec l'intérêt général du projet. Autrement dit, ces observations, comme vous a dit Monsieur le maire, étaient souvent des questions, des inquiétudes sur au niveau, j'allais dire, du permis de construire, plus qu'au niveau du bien fondé de ce projet, de l'intérêt général du projet. Mais exprimer des doléances dans le cadre de vie des administrés, vue, hauteur, nuisance, dimension et conditions d'accueil de la piscine, etc., etc. Dans son rapport et ses conclusions, le commissaire enquêteur émet un avis favorable avec seulement 2 réserves. Les réserves, ça a été de compléter le dossier en mettant en évidence le côté, non pas d'un hôtel posé dans un port, mais d'un ensemble avec multi-activités dans lequel il y a un hôtel. C'est-à-dire que c'est vraiment, le cœur Marina, ce n'est pas un hôtel, c'est un ensemble qui va donner des réponses à différents besoins de la navigation 2.0, j'allais dire. On est en train de bâtir le port du XXIe siècle. On est aujourd'hui à l'époque où les modes de consommation du nautisme évoluent. Certes, toujours traditionnels, mais également avec d'autres possibilités. Des gens qui viendraient, vu la proximité de l'aéroport, vu les moyens, l'autoroute, etc., qui desservent Marina, qui viendraient peut-être pour un petit séjour, prendraient un bateau en location, partiraient quelques jours, reviendraient à l'hôtel, feraient des conférences, des séminaires. Donc c'est vraiment un lieu qui, par exemple, récemment, nous avons fait Marina High-Tech. On n'avait aucune structure d'accueil qui pouvait l'héberger. On a fait ça un petit peu, c'était très bien, c'était très intéressant, mais ce n'était pas à la hauteur de la qualité de Marina. Une salle de conférence avec des projections, avec des expositions, etc. C'est ça qu'on souhaite sur Marina. Donc c'était ça principalement, ces observations, mais donc émet un avis favorable. Et je cite un élément de sa conclusion, c'est dans ce cadre, le mix plaisance haut de gamme, hôtellerie de luxe, accueil de groupes de travail, loisirs, prestations sur mesure avec positionnement nautique, donne toute sa cohérence au projet Cœur Marina. Fin de citation. Donc l'avis émis sur l'intérêt général de ce projet est donc favorable, et la présente délibération a pour objet d'approuver définitivement la déclaration de projet d'intérêt général de Cœur Marina. Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions et pas de remarques, je vous demande de prendre acte du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, d'adopter la déclaration de projet numéro 1 en portant mise en compatibilité du PLU de Cœur Marina dans le cadre du réaménagement du port Marina Baie des Anges tel que présenté dans le dossier annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant habilité à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de préciser que, conformément aux dispositions de l'article R. 153-21 du Code de l'urbanisme,
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département des Alpes-Maritimes. De dire que la présente délibération sera exécutoire et, en l'absence de SCOT, 1 mois après sa transmission au préfet, sous réserve que les autres mesures de publicité aient été exécutées. Et j'ajoute que le dossier de déclaration du projet numéro 1, en portant mise en compatibilité de PLU, tel qu'approuvé par la présente délibération, sera tenu à disposition du public au service urbanisme de la commune 6-2 avenue des Rives. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, voté à l'unanimité. Je voudrais quand même souligner le travail qui a été réalisé par notre chef de service urbanisme, Isabelle Rodriguez, parce qu'elle a dû complètement reformuler et reformer l'enquête publique, enfin la déclaration d'utilité, pour qu'elle soit vraiment conforme à la qualité du dossier qu'on devait présenter. Hein. Il y avait notamment des imprécisions, des détails qui manquaient, et ça a été un vrai travail de réécriture très très important. Hein, je répète, 142 pages, plus des annexes, etc. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier pour son engagement et surtout la qualité de son travail. Merci. Bien, merci de cette délibération. Alors, il n'y a pas de questions parce que je les ai abordées en liminaire, en me faisant l'interprète de tout ce qui avait été dit et écrit. Dans la majorité municipale, nous en avons débattu entre nous, hein, bien évidemment. Hein. J'observe que dans le vote, ni Marie Benassayag, ni Sylvie Marchand et Catherine Piégy ne participaient au vote pour ne pas interférer dans l'intérêt, puisque étant sur le site, hein, donc elles ne participent pas au vote. Hein, ça va de soi. Donc, et avec Jean-Pierre Vincendet également, en discutant ensemble. Hein, voilà, donc en séance publique, il n'y a pas de questions, mais les questions, on les a abordées et j'ai fait en liminaire longuement, je pense, toutes les interprétations et questions qui pouvaient se poser sans en occulter aucune. Voilà, donc c'est le gage, et je le dis pour celles et ceux qui ne sont pas là, de pouvoir leur dire que maintenant, passons à l'étape suivante, hein, des choses concrètes qui vont rentrer en compte et sur lesquelles on va pouvoir travailler, mais en entendant bien sûr toutes les remarques qui ont été faites jusqu'à présent. Voilà. Merci Marcel, merci mesdames de revenir parmi nous pour contribuer à clôturer ce conseil municipal qui était dévoué à Marina. Ça tombe bien en pleine saison. Je voudrais rajouter juste un mot. L'année dernière, une association qui prétend lutter contre la corruption, ce en quoi on est très content de savoir qu'il y a des gens incorruptibles. Hein, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens parfaits par rapport à ceux qui sont imparfaits. Ont bénéficié comment je pourrais dire, d'un retentissement médiatique juste pour pourrir un peu l'ambiance. Hein, puisque le journal local, le 4 mai, l'AFP, etc. 4 août. La nuit du 4 août, c'est bien, c'est l'abolition des privilèges et des droits féodaux, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc, ça a permis une page entière dans le journal sur un signalement supposé au procureur de la République. Eh bien, nous sommes le 13 juillet et on est très content de savoir qu'il y a eu un signalement. Et depuis le 4 août, eh ben voilà. Ça a juste suffi pour salir, pour discréditer si possible, pour mettre le doute. Hein. Et moi, je dis quelque chose quand même, hein, je vais le répéter. Hein. Nous avons demandé à l'association Anticorps de venir ici, devant les élus du conseil municipal, pour nous dire ce qu'ils avaient à reprocher. Après avoir dit oui, ils ont refusé de venir quand même. Personne n'en a fait mention, hein. Ça n'a pas été mentionné, ni qu'on les avait invités, ni qu'ils avaient daigné ne pas venir. Nous avons rencontré celui qui était le monsieur propre du... On l'a rencontré quand même pour discuter ensemble. Lui, il est sur des positions qu'il regarde. Mais moi, je fais quand même une remarque, c'est que le signalement de l'association des incorruptibles, c'est quand même le même argument que celui qui a perdu. Les mêmes arguments. Ouais. Et dont le tribunal administratif lui-même, comme je vous l'ai dit, a balayé.
Et donc, on peut s'étonner que la procureure de l'époque, mais qui n'est plus là, elle est à La Réunion maintenant, hein, la procureure de l'époque a fait droit au signalement sans se préoccuper de la décision du tribunal administratif quand même. Bon, le signalement n'est qu'un signalement, hein, elle ne vaut pas enquête plus que de raison. En tout cas, on n'a plus aucune nouvelle. Ça fait déjà 1 an. Mais on a eu une page dans la presse, on a eu l'AFP, donc on a pu comme ça dire voilà, ah, Marina, le port de Marina, c'est pas. Alors que nous avions eu au contraire le satisfecit des services de l'État, de la concurrence et des prix. Je vous avoue que travailler aujourd'hui, c'est quand même devenu compliqué, hein, et que lorsqu'on essaye de faire les choses normalement, correctement, sans, eh ben, on se retrouve quand même en ligne de mire, et que, comme disait Figaro, hein, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Hein. Donc là, il n'en reste rien, mais en plein été, au moment où il y a des gens qui sont intéressés par le port pour acheter, est-ce que vous allez acheter si vous savez qu'il y a un doute sur le concessionnaire, etc. Donc c'est fait pour nuire. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, il y a des gens quand même mal intentionnés qui se partent des oripeaux de la perfection et d'être mieux que les autres. Eh bien, moi, je l'ai dit, hein, si ça suit son compte, c'est nous qui déposerons plainte contre l'association pour dénonciation calomnieuse et tout ce qu'on peut trouver aussi à dire, pour qu'on aille s'en expliquer en justice. Parce que moi, on l'a déjà fait, ça, hein, les procès d'intention, hein, et j'ai pour habitude de toujours y répondre. Donc on fait vraiment, et il faut que nos concitoyens en soient bien conscients, du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. On a eu une chambre régionale des comptes, d'ailleurs, qui est venue travailler 3 ans chez nous, qui ne s'est absolument pas intéressée aux conditions d'attribution du port. Elle aurait dû. Elle l'a regardé, elle ne s'est pas intéressée à ça. Elle s'est intéressée sur le reste des plages, mais elle ne s'est pas intéressée au port. Ça veut aussi peut-être dire quelque chose, hein, puisqu'elle a fait son rapport en 2021, 2020, 2021. Ah, elle a été là entre 2018 et elle était là en plein dedans, quoi. Donc voilà, c'est quand même devenu pénible d'être soumis sans arrêt avec cette image que du moment qu'on a des responsabilités, on serait suspect de. Je vous le dis, il n'y a pas de suspicion. On va travailler ensemble pour le bien commun, hein, et j'espère qu'on aura toutes les solutions qui agréent. Et puis, dans la vie, c'est toujours affaire de compromis aussi, hein. On n'a jamais totalement satisfaction. Et je suis persuadé qu'on est capable, comme ailleurs, comme on l'a fait partout, de trouver les bonnes solutions pour qu'on soit tous fiers du projet de Marina. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite un bel été, hein, et de profiter, non pas de la chaleur, pas trop, mais de profiter de notre environnement ici dans notre commune. Et je vous dis à bientôt. Merci.